Contre toute attente, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, une réouverture progressive à partir du 11 mai prochain. Pour autant, les 12 millions d'élèves scolarisés ne vont pas tous se retrouver en même temps sur les bancs de l'école. Bonsoir Rodrigo Arena. Bonsoir. Vous êtes coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves en duplex depuis la Seine-Saint-Denis. Cette annonce surprise suscite encore beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre avec vous, Rodrigo Arenas. Mais d'abord, la réaction du père de 4 enfants que vous êtes. Est-ce que c'est une bonne annonce, une bonne nouvelle? Enfin, les enfants de retour à l'école? Écoutez, pour n'importe quel père de famille ou mère de famille, c'est une bonne nouvelle que les enfants reprennent le chemin de l'école parce que ça sous-entend que le pays reprend le chemin de la vie. La vie, c'est l'école et l'école, c'est la vie dans notre pays. Donc, évitablement, c'est une bonne nouvelle à condition que leur santé ne soit pas en danger et qu'ils ne mettent pas aussi en danger la santé des adultes qui font l'école. Les enseignants, les ATSEM, mais aussi les personnels qui font la restauration scolaire, aussi les personnels qui aujourd'hui étaient décriés et un peu discriminés aussi par le passé, mais qui veillent à l'hygiène et à la bonne santé des écoles dans notre pays. Voilà, c'est tout ça l'école. C'est pas simplement les enfants. Alors justement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une réouverture progressive, pas toutes les écoles en même temps, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous de bonnes conditions ? Les bonnes conditions sont celles que tout notre pays a appris et que notre pays et les parents en particulier ont appris aux enfants, c'est-à-dire les gestes barrières tout simplement, c'est pouvoir se laver les mains quand on en a besoin et pas simplement quand la cloche a retenti à la fin de l'école, ce qui est quand même ce rapport-là que nous avons à l'hygiène dans notre pays. C'est aussi avoir les distanciations sociales qui doivent être de mise dans l'école et dans la classe pour que les élèves ne se contaminent pas outre mesure entre eux et ne contaminent pas les adultes qui leur font à l'école. C'est évidemment ça et c'est aussi organiser l'agenda autrement. C'est-à-dire ne pas créer des surpopulations d'élèves dans les couloirs et entre les classes et dans les cours de récréation, puisque c'est là où les élèves peuvent se contaminer et contaminer les adultes. Alors, avant de revenir peut-être sur justement cette organisation des classes, vous parliez des gestes barrières, la distanciation sociale, avoir plus d'1 mètre entre des enfants qui peut-être à 2, 3, 4 ans ont l'habitude de jouer ensemble, penser à se laver les mains tout le temps, porter peut-être même un masque. Est-ce que c'est possible ça quand on est tout petit ? Ce qui est possible, c'est d'éduquer les enfants. Ce qui est possible, c'est de changer notre rapport à l'hygiène. Et ce qui est possible, c'est de ne pas croire que l'école va reprendre comme avant. C'est simplement, quand vous êtes petit, ça fait partie du programme scolaire d'ailleurs, que d'apprendre l'autonomie, les gestes d'hygiène, c'est-à-dire prendre soin de son corps. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire dans notre pays, en fait. Et d'ailleurs, ça se voit arriver au lycée et en particulier à l'âge adulte. Combien de nos compatriotes, arrivés à l'âge adulte, comme vous, comme moi, n'allons pas nous laver les mains à chaque fois que nous sortons des toilettes, n'allons pas nous laver les mains à chaque fois que nous passons à table, n'avons pas toussé dans notre coude quand nous avons éternué. Vous voyez, c'est tout ce rapport à l'hygiène qui change, mais c'est possible de faire autrement d'ailleurs. Si vous prenez un pays comme le Japon, ce sont les élèves qui nettoient leur classe tous les soirs et qui nettoient aussi les toilettes parce qu'on est dans un autre rapport à l'hygiène, on est dans d'autres rapports du rapport à soi et du rapport aux autres, et ce qui signifie d'ailleurs que dans ces pays-là, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est en général, dès qu'on est malade, ne serait-ce qu'un rhume, on met un masque automatiquement sans attendre une épidémie. Vous pensez qu'il faut des masques là pour tout le monde, les enseignants et les élèves ? Disons que nous suivons les préconisations des médecins, nous suivons les préconisations de ceux qui sont autorisés sur cette question-là. Et il semblerait que l'école ne peut pas reprendre si les personnels adultes en particulier ne sont pas protégés, mais les enfants aussi, parce que la question, c'est pas seulement de se prémunir qu'on soit contaminé, c'est aussi de ne pas contaminer les autres. Et c'est ça qui rentre aujourd'hui dans l'aspect éducatif, qu'on soit en maternelle, qu'on soit au lycée. Les enfants de maternelle ne sont pas plus idiots que les autres, simplement, il faut faire attention et expliquer pourquoi nous sommes dans ces situations-là. Oui, parce que ça peut être un peu anxiogène aussi pour ces enfants de voir tout le monde avec des masques. Bien sûr. Ce qui est anxiogène d'ailleurs, c'est de reprendre l'école comme si de rien n'était passé. Oui. Vous savez, les enfants sont enfermés depuis des semaines avec leurs parents. Ils sont soumis à une pression complètement dingue d'une situation qu'ils n'avaient jamais connue, comme les parents d'ailleurs. Et ils sont aussi soumis au deuil pour certains d'entre eux, malheureusement. Donc l'école qui doit reprendre, ce n'est pas une école qui reprend comme une machine qui se met en route. C'est une école qui reprend d'abord en prenant soin des enfants, en prenant soin particulièrement de leur psychologie, de leur morale. Donc il faut inévitablement que dans les conditions de reprise, des psychologues scolaires soient présents chaque fois que c'est nécessaire pour répondre aux interrogations des enfants, mais aussi à celles des adultes qui doivent avoir des réponses par rapport à leurs propres interrogations. Et alors, l'organisation des classes, on entend parler éventuellement de petits groupes beaucoup plus restreints ou de classes par alternance. Oui. Quelles seraient les meilleures solutions selon vous ?
Bah, écoutez, il semblerait que la généralisation des classes dédoublées devienne la norme et non pas l'exception, ce qui veut dire aussi une organisation différente des emplois du temps. Aujourd'hui, l'école, vous savez, le vieux débat 4 jours et demi, en fait, il a vécu. Aujourd'hui, organiser l'école en tenant compte des classes à effectifs réduits, certainement à moitié d'effectifs, ne pourra se dérouler que sur une semaine à 5 ou 6 jours. Donc, vous voyez, on est vraiment Donc une rentré dans école un autre beaucoup modèle. plus longue, alors carrément, Absolument. plus une école seulement sur 4 ou 4 jours et demi, mais sur 6 jours. Alors non seulement il nous semble que c'est souhaitable moralement, parce qu'il faut falloir prendre le temps de renouer contact avec la vie dans le monde réel et pas la vie par un monde virtuel, mais aussi parce que les classes aujourd'hui, le bâti scolaire n'est pas adapté pour accueillir autant d'élèves en même temps et respecter les gestes barrières. Donc évidemment, l'école va être profondément transformée, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux parce que les classes, par exemple, de lycée à 36 élèves qui rentraient au chausse-pied avec un enseignant seul devant sa classe, on sait que ça ne marchait pas. Et on sait que c'était la principale cause de décrochage scolaire. Et c'est là surtout qu'on perdait les enfants. Alors justement, vous parlez de décrochage scolaire. Le président de la République a été clair. Il a parlé d'écoles qui ouvriraient petit à petit et notamment ciblé son choix sur des élèves en difficulté. Jean-Michel Blanquer a parlé ce matin d'élèves à la dérive. Ce seraient ceux qui pourraient retrouver l'école en priorité. Bah, écoutez, c'est quand même curieux de dénoncer cet argument-là, qui est avant tout un argument moral, pas un argument éducatif ni pédagogique, parce que les inégalités scolaires existaient déjà à l'école avant le Covid. Le Covid les a peut-être révélées autrement, les a peut-être accélérées, notamment sur des pans de l'école qui étaient méconnus du grand public, les fractures numériques, les difficultés sociales, les questions d'alimentation, tout ça existait déjà avant. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une conscience nationale parce que la solidarité a gagné dans cette épreuve-là. L'école du chacun pour soi, de la guerre scolaire pour mieux se situer après l'école avec le bon diplôme, la bonne filière, etc. Tout ça a vécu aussi parce qu'on voit bien que notre pays fonctionne aujourd'hui avec les smicards. Aujourd'hui, quand vous faites vos courses, ce sont des personnes qui sont payées pas terribles au niveau du SMIC, qui nous alimentent. Ce sont elles aussi, parce que c'est beaucoup des femmes qui nous accueillent dans les hôpitaux quand nous sommes malades, qui sont sous-payées. Ce sont aussi les enseignants qui ont dit depuis plusieurs mois que leur niveau de rémunération n'était pas au niveau par rapport à leur métier. C'est tout ça aujourd'hui qui vole en éclats parce que définitivement, avec le Covid-19, le 21e siècle est rentré dans l'école, mais j'ai envie de vous dire comme il est rentré dans la société. Les études montrent qu'il est très difficile de réorienter ou d'orienter efficacement des élèves qu'on appelle les décrocheurs. Est-ce que justement ça permettrait peut-être d'agir assez vite pour éviter des décrochages supplémentaires? Vous savez, le décrochage, c'est un travail sur le temps long. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que quand vous êtes une fratrie, par exemple, et que vous rentrez au collège, qui est le principal moment du décrochage, et que vous êtes un garçon, si vous avez une grande sœur qui est en collège, vous décrochez moins. Et si vous en avez deux, vous décrochez encore moins. Parce que les filles et les garçons, dans une école qui est genrée, elles ne s'appréhendent pas de la même façon. Et donc, c'est ces solidarités-là aujourd'hui qu'il convient de dépasser pour faire du commun, non pas une question de genre, une question de classe sociale, une question de ceux qui sont en avance, mais au contraire de créer des synergies, des coopérations entre ceux qui ont compris avant les autres et qui doivent aujourd'hui se mettre au service de ceux qui ont moins mal compris. C'est ça l'issue. C'est ça l'école de demain dont vous parlez, une école qui doit s'adapter. Vous parlez d'entraide, de découverte aussi pour les enseignants, pour les parents, d'outils collaboratifs. Est-ce que vous, chez vous, vous avez 4 enfants, est-ce que vous avez vu cette entraide s'organiser par exemple ? Mais vous l'avez vu dans les fratries, quand les plus grands qui ont compris avant aident les plus petits, mais vous l'avez vu aussi entre les élèves qui ont aidé leurs enseignants, par exemple, à savoir utiliser Discord, YouTube pour certains, ou des logiciels comme Skype ou encore Zoom. Voilà, aujourd'hui, les entraides, elles sont multiples parce que l'école est multiple et les entrées sont multiples. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il convient de mettre en œuvre, c'est-à-dire une école qui arrête de se construire à travers une image du bon élève qui est complètement subjective, mais une école qui se construise à travers les élèves qui sont les plus fragiles. Une école qui se construit pour les plus fragiles sur le temps long et pas simplement là pendant 3 semaines comme si ça allait être magique, on allait mettre tout le monde à niveau comme si on était dans Matrix, on nous met une tige et on se remet à niveau. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça l'école, c'est pas ça l'éducation. Il faut qu'une école se construise à partir des plus fragiles parce si elle se construit autour d'eux, elle se construira aussi pour ceux qui vont bien, dans une coopération qui, avant tout, dont la République a besoin, de la solidarité, de la coopération. On a réussi à le faire pendant le Covid, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans le temps normal, dans la vraie vie. Eh bien, merci. Merci Rodrigo Arenas. Je rappelle que vous êtes coprésident de la FCPE. Je retiens votre proposition, une école sur le temps long et entre autres idées, une école sur 6 jours. Je ne sais pas si cette mesure sera retenue et fera plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été proposée. Merci à vous. Tout de suite, C'est dans l'air qui revient sur les principales propositions et annonces du président de la République. Hier soir, il a fixé le début du déconfinement au 11 mai. Toutes vos questions, C'est dans l'air, c'est dans un instant.